Amis joueurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne, c'est Thomas et je suis également, je suis là, on est sur Il était un jeu. Vidéo spéciale fin d'année, je vous ai préparé pas mal de vidéos qui vont revenir sur les différentes catégories des jeux que j'ai préférés cette année. Il y aura mon top 10, il y aura mon top des jeux d'ambiance, mon top des jeux familiaux, initiés, experts, même s'il n'y en avait pas trop. Et on va avoir un petit peu tout ça au fur et à mesure des jours, restez bien connectés. Mais ici, je vais vous proposer peut-être de découvrir 5 jeux qui serait pour moi idéal à offrir pour un Secret Santa, que vous soyez en entreprise, en famille ou entre copains, et ça va être le cas chez nous. 5 jeux à petit prix qui pourraient faire plaisir avec un plaisir ludique qui est quand même assez conséquent. Des jeux récents, exclusivement sortis cette année en 2024. Donc je vous laisse vous installer confortablement et on va voir donc les 5 jeux que je vous propose pour un Secret Santa réussi. Le premier jeu, c'est je pense que même il est sorti exclusivement pour ça, hein, pour un petit prix et avec des sensations de guessing, c'est Cadeau. Un jeu de Lumberjack, un jeu à partir de 8 ans, de 2 à 5 joueurs, 15 minutes les parties. Autant vous le dire, à 2 ou à 3, moi je préfère ne pas y jouer, plutôt à 4 ou à 5. C'est un jeu de guessing, de constitution de tableau et un petit peu de collection. Plaisir d'offrir, joie de recevoir ou pas. Pourquoi? Parce qu'on va distribuer des cadeaux, en recevoir aussi, et le but sera donc de constituer un tableau de la forme la plus parfaite avec les jouets qui nous conviendraient, les couleurs qui nous conviendraient aussi pour marquer un maximum de points. Je vous en avais parlé dans ma vidéo de Vichy, d'ailleurs n'hésitez pas à cliquer juste ici, c'est un jeu que j'attendais pas mal parce qu'il est un peu clivant, il y en a qui l'aiment pas, je pense que tout ce qui va faire le plaisir du jeu et la réussite du jeu, ça va être aussi les convives, dans quelle ambiance vous allez pouvoir les mettre aussi, parce que c'est un jeu qui va demander quand même de se chamailler un petit peu. À son tour de rôle, le maître du jeu va changer à chaque tour, et bien on va piocher un certain nombre de cartes correspondant au nombre de joueurs. Et ces cartes-là, on va les garder soit pour soi, une à une, hein. Je regarde la carte, je la regarde, est-ce que je la garde pour moi ou est-ce que je vais la donner à quelqu'un d'autre? Ça va donner un petit peu des indices aux autres. Est-ce que c'est une carte qui va rentrer dans ma collection? Je ne vais pas revenir dans les détails. Ou est-ce que c'est une carte avec laquelle je souhaite bluffer? Une fois que la distribution a été faite, le moment de deviner et peut-être d'aller shipper la carte du joueur actif intervient. Dans l'ordre du tour, eh bien les joueurs vont faire une proposition de cadeau, mais aussi de couleur. Si ils découvrent le cadeau que j'ai gardé pour moi, on va se l'échanger. S'ils ont découvert la couleur, on va aussi se l'échanger. Et au mieux du mieux, s'ils ont réussi à trouver le cadeau et la couleur, eh bien certes, ils échangent. Donc peut-être que je vais récupérer le cadeau pourri que j'avais balancé à mon collègue juste à mes côtés, ou peut-être aussi aux autres joueurs. Mais en plus de ça, eh bien lui gagnera des points de victoire supplémentaires. Et on va continuer comme ça jusqu'à constituer un carré de 4 sur 4. Chacune des cartes qu'on va apposer sera forcément adjacente à d'autres. Encore une fois, je ne reviens pas dans les détails. Et à la fin, eh bien on va scorer selon certaines configurations de cadeaux, mais aussi de couleurs. C'est un jeu qui nous fait se tirer dans les pattes, comme vous l'avez compris. C'est un jeu qui va demander aussi de bluffer et de contre-bluffer. Et plus la partie avance, et c'est là que c'est plus intéressant je trouve à 4 ou 5 joueurs, et bien plus les choix vont aussi se restreindre. On aura tout à fait le droit et le choix de ne pas faire de proposition de cadeau pour ne pas avoir à échanger son cadeau avec le joueur actif, mais plus la manche va se poursuivre avec des échecs potentiels et plus on saura que c'est pas le nounours, c'est pas le bonbon, c'est peut-être un autre objet qu'il a en possession et c'est pas le rouge, le jaune, etc. Donc ça va égrener au fur et à mesure de la manche les probabilités et c'est ça qui fait le plaisir du jeu. Il y a toujours ces coups d'éclat où on se foire et ces coups d'éclat aussi où on fait une réussite parfaite du premier coup. Donc il y a des parties qui sont assez inégales. Moi je vous le conseille à 4 ou 5 joueurs. Le format est top, petite ouverture comme ceci sur le haut, c'est parfait. Le prix est absolument abordable et même le titre du jeu, je pense qu'il est fait pour ça. Vous aimez les jeux de pli? Oui. Vous aimez les jeux de bataille? Vous aimez les jeux qui vont multiplier un petit peu tout ça et avec un petit peu de collection et d'interaction? Oui. Et bien c'est un peu tout ça qu'on va retrouver dans Once Upon a Draft, un jeu de draft, un peu de pli, un peu de bataille, tout ça avec une sorte de mini collection avec pas mal d'interactions autour de la table. Once Upon a Draft, ça fait partie des jeux à ouverture biseautée à succès de Gigamic. On avait pu retrouver Rebelle Princess dont je vous avais parlé sur la chaîne. On a pu aussi voir Décal qui a un énorme succès en France. Once Upon a Draft, il se situe un petit peu dans cette vague économique, écologique peut-être aussi, mais en tout cas avec un grand succès de ces formats-là. Dans Once Upon a Draft, on va essayer de collectionner
sélectionner des personnages, des contes de fées. Chaque personnage a un numéro de 1 jusqu'à 50. 1 il n'est pas très fort, 50 c'est le plus balèze, c'est le dragon. Avec une sorte de draft, un véritable draft même, on va avoir une main donnée, on va en choisir une, en garder une de côté, on passe son paquet au joueur suivant, etc. jusqu'à se constituer une main. La dernière carte, on la défausse. Ça, c'est du classique. Ça, c'est la première phase. La deuxième phase, c'est un jeu de pli, mais plutôt de bataille. C'est-à-dire qu'en commençant par le joueur actif, eh bien, chacun va jouer une carte à son centre. La plus grande carte remportera le pli. Il n'y a pas vraiment de couleur à respecter, c'est juste la valeur de la carte. Donc le 1, il est moins bon que le 50, évidemment. Sauf qu'il n'y a pas que le chiffre qui va compter. Il y a aussi la capacité qui est liée au personnage qu'on va jouer. Et on va pouvoir générer des cœurs, générer des gemmes, générer peut-être des étoiles aussi, car celui qui va remporter le pli, celui qui aura donc joué la carte la plus balèze, la plus forte, remportera automatiquement une étoile qui fera office de point de victoire. 2 points de victoire pour être exact. Les cœurs, ça sera 1 et 1 point par combinaison de 2 gemmes qu'on aurait réussi à garder jusqu'à la fin de la partie. Et ces cartes-là, c'est pas comme un jeu de pli justement, parce que ces cartes-là, on va pas les récupérer si on gagne ou pas le pli. Si on gagne le pli, on va tout simplement être le joueur actif pour la prochaine manche. Mais sinon, on récupère ses propres cartes qu'on aura sélectionnées à tort ou à défaut pendant la première partie du jeu. Vous suivez ? Parce qu'il y a une troisième façon de marquer des points, c'est toutes les cartes qu'on a donc sélectionnées au début, qu'on a jouées avec la bataille, et bien cette fois-ci on va les mettre face à nous et on va essayer de les combiner. Belle elle va avec la bête, Blanche-Neige elle va combiner avec les 7 nains, le dragon, etc. Il y a toutes les cartes vont pouvoir interagir avec d'autres, certes pendant la phase 2, mais aussi probablement pendant la phase 3, et ça sera en fonction des cartes évidemment. En fonction des collections qu'on aura réussi à faire, d'étoiles, de cœurs et de gemmes, on regarde qui c'est qui a gagné. Et en général, on fait une nouvelle partie parce qu'on fait « Ah, ça y est, j'ai compris, j'ai cherché la carte que je voulais, mais en fait, elle n'y était pas. » Et oui, parce qu'en fonction évidemment du nombre de joueurs, eh bien, toutes les cartes ne seront pas à disposition. Et donc, les parties vont à chaque fois se renouveler et il n'y aura jamais les mêmes sensations de jeu. Donc, un jeu qu'avec des cartes, 50 cartes, avec des sensations à chaque fois différentes et avec 3 modes de jeu qui vont se compléter. Certains vont crier au scandale parce que c'est très déséquilibré, d'autres vont crier au génie parce que c'est à chaque fois hilarant. Bref, si vous cherchez quelque chose de convivial, plutôt familial aussi, Once Upon a Draft, c'est plutôt une bonne pioche. Le troisième jeu de ma sélection, ça a été un énorme coup de cœur qui est sorti cet été, c'est Pray Another Day. Un jeu totalement de déduction, de bluff, de guessing, mais aussi et surtout de survie. Le jeu est assez brillant pour le signaler car avec très peu, on fait énormément et surtout beaucoup de sensations. C'est un jeu dans lequel chaque joueur va avoir 5 cartes identiques. 5 cartes avec des numéros 1, 2, 3, 4, 5 et chacun avec le même animal correspondant à ces couleurs-là. En partant de l'ours qui aura une valeur de 1 et la souris qui aura une valeur de 5. C'est un jeu de total bluff, de déduction et de survie comme je vous l'ai dit. À son tour de jeu, tout le monde en simultané va jouer une carte face cachée. Et ensuite, c'est l'instinct de chasse et de survie qui va rentrer en compte. Car on va annoncer prioritairement dans l'ordre de la chaîne alimentaire la bestiole la plus propice à bouffer les autres. Le plus haut, c'est l'ours. Quelqu'un a un ours autour de la table? Non? Très bien, on passe à l'animal suivant. Est-ce que quelqu'un a un loup? Oui, non. Et on continue comme ça avec le lynx, le hibou et la souris. Pourquoi? Parce que si quelqu'un révèle, et lui seul révèle un prédateur, il va bouffer les animaux qui seraient sous-jacents dans la chaîne alimentaire. Le but, peut-être, sera de survivre, de contrecarrer un petit peu les cartes qui auront été jouées, car évidemment, si on remporte, je vais vous expliquer après, avec la carte la plus forte, l'ours, eh bien on ne marque pas beaucoup de points, seulement 1. Par contre, si j'arrive à survivre un petit peu à cette chasse à taille forestière avec ma petite souris toute mignonne, là, eh bien je remporterai 5 points et ça, c'est assez jouissif, je peux vous le garantir. La contrainte, c'est que si je suis tout seul, je vais pouvoir les bouffer. Mais si on est 2 ou plus, 3, 4 en fonction du nombre de joueurs, eh bien, il y aura un petit peu de compétition et personne ne pourra manger les animaux immédiatement sous-jacents et on passera aux étapes suivantes. Le but du jeu, donc, c'est soit de bouffer tout le monde, soit d'être le dernier survivant pour marquer encore plus de points. C'est assez bluffant. Dans les explications, c'est, je trouve, toujours un petit peu difficile à expliquer. Par contre, une fois en jeu, c'est assez brillant. J'ai joué avec la famille, j'ai joué avec des amis, j'ai joué avec des voisins qui sont absolument pas excessivement joueurs. Ça marche à chaque fois.
C'est assez brillant pour le signaler, avec très peu, on fait beaucoup. C'est un jeu un peu dans la manière d'un love letter où il y a des parties qui sont là aussi assez inégales, il y a des parties un peu plates, des parties avec des coups d'éclat, des parties mémorables. Et c'est ça aussi que le jeu de société va créer, une ambiance particulière selon un peu l'engouement aussi que vous allez mettre dans vos parties et surtout à force peut-être d'enchaîner aussi les manches. Et c'est ce que je vous conseille, notamment dans Pray Another Day. Pray Another Day. Pray Another Day, hein, on va le dire comme ça. Ça, c'était pour des jeux plutôt accessibles. Vous avez des amis, de la famille à qui vous voulez faire plaisir avec des jeux un peu plus costauds. C'est les deux jeux suivants que je vais vous proposer. Et on commence avec un autre jeu, un peu avec un anglais, avec mon anglais approximatif. Strange Another... Non, Strange... J'arrive pas. Strange World Above the Cloud. SWAC. On va l'appeler SWAC. Allez, SWAC, on va l'appeler SWAC. Un jeu de Greux Games dans la petite gamme qui sort depuis quelques temps, depuis cette année, hein, avec les 5 royaumes que j'avais beaucoup aimé, avec Golden Crash aussi qui était très bizarre, mais quand même un jeu assez atypique de conflit uniquement pour 2 joueurs. Et bien ici, c'est de 1 à 4, ça y est, 15 minutes les parties, mais avec un vrai challenge à partir de 10 ans. C'est un jeu, c'est un peu la mode cette année, un jeu de constitution de tableaux en mode draft, mais extrêmement compétitif avec quand même pas mal d'interactions. C'est un draft tout simplement avec 3 cartes. Le joueur actif va pouvoir désigner avec ce petit soleil dans quel sens le draft va se passer. Sur mes 3 cartes, j'en garde une, je la distribue, etc. Et à la fin, on aura donc 3 cartes, une de nous et 2 autres de nos adversaires potentiels. Et maintenant, c'est la phase de pose. On va devoir poser obligatoirement ces 3 cartes pour constituer un tableau à la fin maximum de 4 sur 4, donc un carré complet. Et la partie prendra à ce moment fin. Bien sûr, on devra à chaque fois poser une carte immédiatement adjacente à l'autre. Ça, c'est quand même quelque chose d'assez classique dans la constitution de tableau. Et évidemment, les cartes ont des capacités particulières. Et c'est là qu'on sort un petit peu des clous, des clouds même, je dirais, avec les capacités qui sont assez retors. À chaque fois qu'on ne respectera pas ces contraintes de placement, et c'est là que l'interaction va venir, en obligeant peut-être l'adversaire, surtout vers la fin de partie, à se défausser des cartes, et bien on va retourner tout simplement ces cartes-là sur les petites créatures imaginées par Florian, qui est le créateur du jeu et aussi à la tête de l'édition Greux Games. Si tu passes par là, je te fais des bisous. On parle aussi des rivières. Les rivières ne devront jamais être adjacentes à d'autres, et pourtant, on va marquer des points avec les rivières selon les scorings qu'il y aurait sur les cartes adjacentes aussi. Les lunes devront être forcément tout en haut de notre terrain, auquel cas, si on devait à un moment donné mettre une carte au-dessus d'une lune, elle serait automatiquement éliminée. Si on doit apposer des cartes rouges, des cartes qui vont amener un peu plus de chaos, on va devoir apposer immédiatement sur une carte adjacente à cette carte rouge une fumerole. C'est le volcan qui rentre en éruption, va masquer un paysage de notre map, mais aussi, si on arrive à en avoir 2 adjacentes, nous faire apposer des cartes château. Et là, il y a un peu de rapidité, un peu d'opportunisme à avoir, car si on est le premier à se faire griller des cartes, on sera aussi le premier à récupérer peut-être des châteaux avec des fortes valeurs, car le deuxième aura un peu moins de points, le troisième un peu moins de points, etc. jusqu'à que potentiellement il n'y en ait plus. Voilà, je ne vais pas revenir dans les détails de tous les scorings, mais il y a quand même on se creuse un petit peu la tête pour trouver la meilleure des configurations et pouvoir déjouer potentiellement aussi les coups adverses, en tout cas les cartes qui nous laisseraient, car vous l'avez compris, on va quand même parfois se faire un petit peu avoir et poser une carte par défaut, en tout cas pour essayer de limiter la casse comme on dit. Les illustrations de Valérian Oné, c'est juste du bonheur, c'est mignon comme il faut, un petit peu je trouve de Avatar un petit peu dans tout ça. À la fin ça nous constitue des paysages, on aime bien regarder ce que nous on a fait, mais aussi voir un petit peu les tableaux adverses, et c'est là aussi la force du jeu. C'est bien, c'est beau, c'est très compétitif, ça se joue très très bien, donc ça, si vous voulez offrir quelque chose à un joueur un peu plus connaisseur, ça serait la bonne pioche. Là aussi, j'ai déjà dit bonne pioche, non? Ouais, j'ai déjà dit. Achetez-le. Et le dernier jeu dont on va parler, là on monte encore un peu peut-être d'une gamme pour des joueurs vraiment, ouais, pas experts, mais bon, ça demande quand même une certaine réflexion. C'est Neishi, un jeu exclusivement en duel de joueurs, hein, donc 20 minutes les parties à partir de 10 ans.
Je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo de Vichy, je vous en ai parlé aussi dans mon top de septembre ou d'octobre, je ne sais plus trop à l'heure où je vous parle. C'est un jeu que j'apprécie beaucoup. C'est pas aussi zen que la couve nous fait penser, c'est un jeu dans lequel on va pareil constituer un tableau, sauf qu'on a le tableau qui est face à nous de 5 cartes alignées qui va être visible pendant l'intégralité de la partie à notre adversaire, à nous évidemment aussi, et ensuite on a nos propres cartes qu'à un moment donné on va mettre fin à la partie et les 5 cartes dans l'ordre précisément, on va devoir aligner avec les 5 cartes qu'on aurait face à nous et on va scorer là avec des choses un peu plus classiques en fonction des combinaisons, des placements, du nombre, de la ligne, si on les a mis dans les angles, etc. C'est un jeu qui est excessivement opportuniste car il y a aussi un petit plateau juste à côté des cartes avec lesquelles on va interagir qui nous proposera d'échanger des paquets, d'échanger les cartes, en tout cas les placements de nos cartes dans notre main, d'échanger le placement aussi des cartes sur le terrain, mais aussi, et là c'est le coup ultime, on pourra le faire qu'une seule fois pendant toute la partie, et bien d'inverser, d'interchanger une carte avec l'adversaire, la carte qui peut-être servirait à sa stratégie ou à la nôtre, parce qu'on a intégré, mémorisé un petit peu les cartes qu'il y avait en jeu, car bien sûr les cartes, eh bien, il y en a en nombre limité, il y a plusieurs petits paquets qui là aussi seront en face des différentes colonnes, on ne pourra pas les changer, hein, même si avec les actions du plateau on pourra moduler un petit peu cela, ça demande une certaine gymnastique, les premières parties on n'a pas forcément ce réflexe là, et une fois qu'on a maîtrisé les règles du jeu, les scorings, on comprend mieux. C'est un jeu qui est facile à jouer, on prend du plaisir immédiatement, on fait « Ah oui, je comprends ». À maîtriser, c'est tout autre chose. Quelqu'un qui maîtrise un petit peu cette gymnastique-là, stratégique, extrêmement stratégique, on va se faire poutrer assurément. Tout ça pour dire que Neishi, c'est peut-être pas le jeu le plus simple à mettre entre toutes les mains, mais pour faire plaisir à un joueur qui adore et qui apprécie le monde du jeu, qui connaîtrait peut-être pas cette petite pépite, eh bien c'est mon conseil que je peux vous donner pour un Secret Santa réussi. Et bien voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, peut-être que ça vous aura donné des idées pour un Secret Santa réussi, en tout cas je vous le souhaite, j'espère que vous aussi vous serez gâtés, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires peut-être ce que vous avez proposé, toujours dans un budget limité, c'est aussi le but de cette vidéo et le but d'un Secret Santa, faire plaisir à prix minime. Là le plaisir il est là et c'est pour ça que je vous ai proposé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, lâcher les commentaires, activer la petite cloche, tout ça vous le savez c'est super important, 1 pour le référencement et 2 pour nous donner envie de continuer de vous proposer des vidéos de qualité, notamment ici sur la chaîne, et je vous laisse avec le catalogue de vidéos qui s'affiche à mes côtés. Restez connectés, il y a pas mal de choses qui vont arriver dans les semaines à venir les amis, et moi je vous dis à très bientôt, passez de belles fêtes de fin d'année et vive notre passion du jeu de société. À très bientôt. Ciao!